On raconte souvent que la France a quitté ses colonies en douceur, que la décolonisation aurait été une transition paisible, presque naturelle, mais derrière ce récit officiel, certains pays révèlent une toute autre réalité. Le Cameroun par exemple. Ici, l'indépendance ne s'est pas gagnée autour d'une table de négociation, mais dans le fracas d'une guerre brutale longtemps passée sous silence. Une guerre qui a fait des dizaines de milliers de morts et où l'UPC, principal mouvement indépendantiste, a été écrasé par une répression systématique. À Histoire crépue, on a souhaité revenir sur cet épisode que la France a longtemps tenté d'effacer des mémoires, mais que le peuple camerounais n'a jamais oublié. Dans les deux précédents épisodes, nous avons exploré comment la France a pris le contrôle du territoire camerounais et réprimé massivement tous les mouvements indépendantistes afin de conserver sa mainmise sur le pays. Dans cette troisième et dernière partie, nous verrons comment Paul Biya, le plus vieux chef d'État au monde, demeure l'un des piliers de cette France-Afrique. Cette vidéo est également essentielle pour comprendre comment la mémoire, enjeu politique majeur et thème que nous avons souvent étudié à Histoire crépue, est aujourd'hui instrumentalisé, servant à la fois le pouvoir en place au Cameroun et les intérêts de l'impérialisme français. Pour rappel, Histoire crépue est un média antiraciste totalement indépendant, alors si vous aimez notre contenu, comme cette série sur le Cameroun, vous pouvez nous soutenir sur le site histoirecrépue.fr. Je m'appelle Samuel Fergombé, je suis le créateur de l'Étincelle Média, un média qui invite des chercheuses et chercheurs de sciences humaines et sociales, ainsi que des journalistes afin d'aborder des grandes problématiques de notre temps. On fait des reportages, le dernier étant sur le cacao en Côte d'Ivoire. Alors pour nous retrouver, c'est sur l'Étincelle Média, sur YouTube, TikTok ou encore Instagram. Comme pour les vidéos précédentes de cette série, vous retrouverez les interventions de chercheuses et chercheurs, ainsi que des journalistes qui ont travaillé sur ce sujet. Comme nous l'avons vu dans les précédentes vidéos, la France est parvenue à préserver ses intérêts économiques et stratégiques au Cameroun en plaçant Amadou Ahidjo, ancien commis des postes et des télécommunications et président de l'Union camerounaise, un parti soutenu par l'administration française. Dès son accession au pouvoir, Ahidjo met en place un régime autoritaire afin de museler toute opposition et détruire l'UPC, le parti qui réclamait une réelle indépendance et une réunification du Cameroun. Sans aucune légitimité populaire, puisque son arrivée au pouvoir s'est faite grâce au soutien de la France et à la fraude électorale, Ahidjo instaure un contrôle de la presse, des camps d'internement, de la torture, mais aussi des restrictions dans les déplacements et des bombardements, notamment contre l'ALNK qu'on avait vu dans la précédente vidéo et qui était la branche armée de l'UPC qui poursuivait le combat contre cette fausse indépendance. Cette répression contre l'ALNK et l'ensemble des opposants au régime engendre un climat de peur et provoque la fuite de figures majeures comme l'écrivain Mongo Betty ou encore l'historien Abel Elinga. Une répression et un climat de terreur entretenus par Ahidjo et la France qui participent à un tabou persistant autour de la mémoire upéciste et à une crainte de représailles pour celles et ceux qui se sont battus en faveur d'une véritable indépendance. Comme nous le verrons par la suite, ce tabou sur les atrocités perpétrées par le pouvoir français et le régime autoritaire d'Amadou Ahidjo a été entretenu et continue d'être entretenu aujourd'hui par la France et le régime actuel, celui de Paul Biya. Réélu dans des conditions contestées en 1975 puis en 1980, Amadou Ahidjo annonce pourtant sa démission de la présidence du Cameroun le 4 novembre 1982. Les véritables raisons de ce départ restent floues, mais de nombreuses rumeurs circulent à l'époque. Beaucoup évoquent des pressions venues de la France, alors dirigée par François Mitterrand, le président socialiste élu en 1981. Paris aurait souhaité voir à Yaoundé un dirigeant plus docile et mieux aligné sur ses intérêts qu'Ahidjo. C'est ainsi que le 6 novembre 1982, Paul Biya devient le nouveau président de la République du Cameroun. Formé en France, repéré par le mentor d'Ahidjo, Louis-Paul Ouyoula, Paul Biya gravit peu à peu les échelons du pouvoir. Il occupe plusieurs postes ministériels, devient secrétaire général de la présidence, puis Premier ministre. À son arrivée en 1982, Paul Biya est d'abord perçu comme un réformateur, l'homme de l'ouverture, et il cherche à se démarquer du style autoritaire de son prédécesseur. Il donne l'impression de lancer une certaine libéralisation. En décembre 1990, il légalise le multipartisme avec une loi sur les partis politiques et affiche une tolérance relative envers la presse et les radios libres. Mais ces avancées restent largement de façade. Le RDPC, le parti de Paul Biya, verrouille le pouvoir par le clientélisme et un strict contrôle administratif. Les opposants sont intimidés ou marginalisés et les journaux critiques subissent régulièrement les suspensions. Alors, donc c'est un pouvoir qui est en place depuis 1982. Mais qui est en fait héritier du pouvoir précédent d'Ahidjo et même du pouvoir colonial, puisque Biya comme Ahidjo ont été des élèves et des lettrés éduqués dans ce système colonial et postcolonial. Et donc Paul Biya s'est installé dans un régime qui existait déjà, qui est un régime autoritaire, au sens où la liberté d'expression, la liberté d'association sont garanties formellement depuis les années 90, mais en pratique,
Il reste compliqué de s'exprimer publiquement quand on est de l'opposition ou quand on a des critiques à faire. Difficile de se réunir. On l'a vu, on le voit régulièrement pour ce qui est des partis d'opposition. On voit que les journalistes ont du mal à s'exprimer également. On voit que les tribunaux militaires sont utilisés pour réprimer justement les opposants. Donc ça, c'est une constante qui est liée à l'origine coloniale, mais à ce qui s'est poursuivi sous le président Ahidjo et donc le président Paul Biya. Même s'il y a eu évidemment dans les années 90 une forme de démocratisation formelle du système. Et puis un autre pilier, c'est le pilier de la redistribution. C'est-à-dire que le Cameroun est un pays riche en ressources naturelles, agricoles, minières, extractives, un petit peu d'industrie. Et donc cette production de richesse, elle est principalement accaparée mise en place par des entreprises publiques, pas uniquement. Qui ensuite permettent une accumulation de richesses aussi de ceux qui ont des postes de direction et qui redistribuent à un ensemble de clients, en tout cas de proches, de familles ou de personnes qui se montrent suffisamment obéissantes ou loyales à ce régime. Donc voilà, classiquement, c'est les deux piliers, une forme d'autoritarisme qui contraint l'expression et puis de clientélisme qui permet néanmoins la survie de l'ensemble de la population. Derrière l'apparente ouverture se consolide en réalité un système où le pluralisme reste contrôlé et où les pratiques ordinaires d'engagement sont généralement contraintes. Ces pratiques, a analysé la chercheuse Marie-Emmanuelle Pommerol dans son livre « De la loyauté au Cameroun, essai sur un ordre politique et ses crises », peuvent être les élections, le défilé lors de la fête de l'unité, la fête nationale du Cameroun, ou encore le simple fait d'occuper un poste dans l'administration. Ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a plusieurs manières de démontrer cette loyauté. Et l'un des événements un peu récurrents de la vie politique et sociale au Cameroun, ce sont ces grandes cérémonies publiques, ces grands défilés qu'on connaît dans un certain nombre d'États, hein, mais qui au Cameroun sont vraiment réguliers et puis qui reviennent dès qu'il y a un événement un peu critique, par exemple le terrorisme dans l'extrême nord. On va aller soutenir les forces armées en organisant des grands défilés. Et donc, il y en a au moins 4 ou 5 tous les ans à la cérémonie du 20 mai, donc le jour de l'unité nationale, fête de la jeunesse, journée des droits de la femme. Et là, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'effectivement, quand on voit parader des écoliers, des militants ou même des militaires, c'est une forme de démonstration en fait, de la soumission ou de l'acceptation de ce pouvoir. Mais quand on creuse un petit peu, on voit bien que les gens ne sont pas là forcément parce qu'ils adhèrent. Ils sont là parce qu'on les a forcés à y être pour certains, parce que c'est une fête aussi pour ce qui est des écoliers, ou d'autres parce qu'effectivement ils sont nationalistes, hein, puisqu'avant tout, ces démonstrations, c'est des démonstrations d'une forme d'amour de la patrie, hein, qui est extrêmement forte en fait dans le maintien de la cohésion du système. Donc des gens sont là aussi parce qu'ils sont réellement nationalistes. Et c'est l'ensemble de ces motivations, on va dire, qui permet à ce système qui n'est pas aimé, hein, vous avez énormément de critiques dans l'espace public de ce système, mais en tout cas, ça lui permet de tenir. Le système Paul Biya, c'est aussi un mode de gouvernance marqué par l'opacité. Souvent qualifié de roi fainéant, Paul Biya passe une grande partie de son temps hors du Cameroun, notamment à l'hôtel intercontinental de Genève, en Suisse. Au-delà d'élections jouées d'avance et truquées, qui n'offrent aucune véritable alternance politique, Biya ne réunit presque jamais ses ministres et n'organise pratiquement pas de conseil de ministres. En fait, quand je dis que Paul Biya a fait de l'opacité son mode de gouvernance, c'est simplement dans la manière dont il conduit les affaires de l'État. Il n'y a jamais de transparence. D'abord, un président de la République qui ne parle presque jamais à son peuple. Au Cameroun, le président de la République s'exprime traditionnellement 2 fois par an.
le 31 décembre pour souhaiter ses vœux à la nation, comme tous les autres chefs d'État, et le 10 février à l'occasion de la fête nationale de la jeunesse, où il tient un discours qui est devenu classique, qui est devenu une routine dans le fonctionnement institutionnel du Camerounais. Donc voilà les deux occasions où les Camerounais peuvent être informés de est-ce que leur président est en vie ou pas. Et pour le reste du temps, on ne le voit presque jamais. Ça, c'est le premier élément. Et en 43 ans de pouvoir, on compte au bout des doigts d'une seule main les interviews que le président Paul Biya a données, que ce soit au Cameroun ou à l'étranger. Du coup, aujourd'hui, ses principaux soutiens, ses zélateurs, lorsqu'ils veulent citer le président Paul Biya, on se souvient d'une vieille interview qu'il avait donnée à un journaliste français qui est déjà mort du reste, Yves Mourouzi, pour dire voilà le président de la République, comme il l'avait dit dans une interview à Yves Mourouzi sur RMC, ainsi de suite. Donc, c'est quelqu'un qui ne s'exprime presque jamais. Et l'autre chose maintenant, c'est en ce qui concerne les questions électorales. C'est-à-dire que il organise des élections uniquement pour se donner un vernis démocratique. Ce n'est jamais une compétition saine qui va permettre la dévolution du pouvoir. Il le fait parce que, évidemment, ça fait bien au niveau international d'apprendre que tel pays organise des élections pour donner l'impression qu'on est une démocratie, alors que en arrière, il n'y a aucune volonté de libéraliser ou alors de rendre le jeu électoral juste et transparent. C'est simplement une stratégie qui lui permet de se maintenir au pouvoir en donnant un vernis démocratique à une véritable dictature. Donc voilà un peu toute l'opacité qui caractérise le règne du président Paul Biya. On ne dévoile rien, on ne rend pas compte, on ne s'exprime pas, on ne dit rien et on verrouille les institutions. En raison du clientélisme, de la corruption et du mode de gouvernance opaque de Paul Biya, le Cameroun reste dans une situation d'inertie économique. Tout semble figé, les grands projets ne voient jamais le jour, les infrastructures notamment routières sont insuffisantes et une grande partie de la population vit dans la précarité. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la vie politique du Cameroun, elle est suspendue à Paul Biya. Et donc, le président, c'est lui qui déclenche tout. Et comme il ne le fait jamais rien, comme il ne fait rien, le pays, il est complètement en situation de stationnaire, quoi. C'est-à-dire qu'on attend tout. Tant que le président de la République n'a pas bougé, rien ne se passe et tout cela, quoi. Et donc, on le voit dans la conduite des affaires. On a un exemple, c'est par exemple, c'est les infrastructures. Le Cameroun a organisé en janvier 2021 une Coupe d'Afrique des Nations, une Coupe d'Afrique des Nations, et non, en janvier 2022, une Coupe d'Afrique des Nations. Et cette Coupe d'Afrique des Nations que le Cameroun devait accueillir, savait qu'il devait l'accueillir longtemps à l'avance, mais au moment du coup d'envoi, le chantier dans lequel, le terrain dans lequel Paul Biya a présidé le match d'ouverture de cette compétition n'était pas prêt. Et un an plus tôt, la Confédération africaine de football avait retiré l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun parce que les infrastructures n'étaient pas prêtes. Simplement parce qu'il y a une absence de coordination générale des différents projets. Le Premier ministre, il est quasi inexistant. Les différents ministres, voilà, ils se débrouillent comme ils peuvent parce qu'il n'y a pas une autorité qui est chargée de faire des vérifications, de voir l'état d'avancement d'un certain nombre de projets, ainsi de suite. Et on peut le voir sur beaucoup d'autres projets. Aujourd'hui, 43 ans de pouvoir après, Paul Biya n'a pas réussi a construit une seule autoroute au Cameroun. Les deux principales villes du pays, Yaoundé et Douala, sont reliées par une piste totalement accidentogène qui fait des morts régulièrement, des milliers de morts par an selon les propres statistiques du ministère des Transports. Et ils ont lancé, il y a 10 ans, 12 ans déjà, les travaux de construction d'une autoroute entre Yaoundé et Douala. Et 12 ans plus tard, ils n'ont fait que 60 kilomètres. Les budgets qui étaient initialement prévus ont
explosé. Les délais n'ont jamais été respectés. Bref, c'est un peu ça, le Cameroun, qui est totalement dépendant de Paul Biya. Et comme il ne bouge pas, c'est l'inertie générale. En l'absence de perspective et de cap sous la présidence de Paul Biya, combiné à la corruption et à la vie chère, de nombreux jeunes, notamment diplômés, se retrouvent sans emploi et sans horizon. Ce manque d'horizon a déjà provoqué par le passé plusieurs mobilisations, toutes réprimées par le pouvoir de Paul Biya. L'apathie que l'on peut observer du peuple camerounais jusqu'à présent peut avoir plusieurs explications. Et parmi ces explications-là, il y a que le pouvoir, il est brutal et n'hésitera jamais à tirer dans le tas. C'est-à-dire qu'on a des événements passés, hein, dans un passé assez récent quand même. On a vu en 2 février 2008 où il y a eu des manifestations contre la vie chère et contre également la modification de la Constitution. C'est cette fameuse modification de la Constitution qui a permis au président Paul Biya de s'éterniser au pouvoir. On a fait briser le verrou de la limitation des mandats. À la suite de tout cela, donc, la vie chère, la modification de la Constitution, il y a eu des manifestations fortement réprimées par le pouvoir qui tirent à balles réelles dans le tas. Donc, ce n'est pas très motivant pour ceux qui veulent descendre dans la rue. Et l'autre chose également, c'est que la société camerounaise aujourd'hui, elle est très, très polarisée. Paul Biya a réussi quelque chose d'extraordinaire, c'est d'opposer les Camerounais entre eux sur des bases essentiellement tribales. Ce qui fait que il est difficile aujourd'hui de porter des causes nationales sans qu'on n'instille dans ce combat-là des questions tribales qui viennent diviser voilà, l'envie du peuple de porter un combat pour son mieux-être. Donc, il y a cette peur-là, il y a la division qui font que les manifestations sont très, très difficiles. Et le plus terrible, c'est que même les Camerounais, enfin, certains Camerounais, semblent avoir intégré le fait qu'il est tout à fait du droit de l'administration avec ses forces répressives d'abattre des Camerounais qui descendent manifester. Parce qu'on entend un discours du genre, oui, si vous descendez dans la rue, en réalité, vous allez vous faire tuer. Pourquoi voulez-vous aller vous faire tuer? C'est-à-dire que les gens ont intégré le fait que manifester, comme on peut le faire dans toute démocratie ou alors dans tout pays normal, signifie se faire tuer. Donc, il légitime un peu la brutalité qui s'abat sur les manifestants chaque fois quand ils veulent revendiquer quoi que ce soit. Et il y a également un certain nombre d'emprisonnements injustifiés. Il y a des militants du MRC, le parti de Maurice Kamto, qui aujourd'hui sont en prison. Ils ont été jugés par un tribunal militaire, condamnés à près de 7 ans d'emprisonnement ferme, simplement pour avoir, pour certains, manifesté pour demander la fin de la guerre dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, pour certains pour demander euh, des enquêtes sur le scandale de la Coupe d'Afrique des Nations, ou pour d'autres pour exiger un code électoral beaucoup plus démocratique. Ils ont été arrêtés, jetés en prison, et ça fait 6 ans qu'ils sont en prison. Normalement, c'est seulement l'année prochaine qu'ils devraient pouvoir en sortir. Donc, il n'y a pas de place qui est laissée pour la manifestation ou alors pour l'expression du moindre désaccord avec le pouvoir. Tout cela est brutalement reprimé. On utilise les autorités administratives pour casser tout ce qu'il peut avoir comme voix dissidente. Si cette absence d'horizon politique explique en grande partie la précarité des Camerounais, il ne faut pas oublier les autres causes de cette inertie économique et sociale. La corruption et le pillage des richesses au profit de multinationales françaises comme Bolloré, la compagnie fruitière ou Somdia. Encore aujourd'hui, le Cameroun de Paul Biya reste l'un des piliers de la France-Afrique grâce à ses richesses considérables. Il y a la banane qui est exploitée dans toute la partie du Mungo du Cameroun, qui est exploitée par une compagnie française. Voilà, donc il y a beaucoup, il y en a beaucoup qui sont
exploitées par les Français. Le pétrole, la banane, le chemin de fer, ainsi de suite. Si le pouvoir politique français tente régulièrement de nous faire croire que la France-Afrique est terminée, en affirmant que ce sont désormais les Chinois ou les Russes qui exploitent le Cameroun, la réalité est tout autre. Les multinationales françaises restent bien présentes et le franc CFA, monnaie héritée de la colonisation, permet à la France de bénéficier de liquidités et de faciliter les échanges commerciaux avec les pays de la zone franc. Elle continue d'être utilisée massivement au Cameroun et dans d'autres pays de cette zone. Contrairement à ce qui est souvent annoncé, l'impérialisme français continue donc de subsister au Cameroun. Oui, en fait, c'est que la France utilise un peu la présence chinoise en Afrique pour se donner bonne conscience, pour dire, bon, écoutez, voilà, pendant longtemps, vous avez critiqué les Français, mais voilà, les Chinois, ils sont là et ils sont plus dangereux que nous. Que les Chinois, non seulement quand ils arrivent, ils exploitent, mais ils ne s'intéressent pas à vous, n'essayent pas d'entrer dans la société, de faire corps avec les Camerounais, ainsi de suite, ainsi de suite. Ils sont là uniquement pour le business et tout. Sauf que il n'y a pas un impérialisme qui est meilleur qu'un autre. Tout ça, c'est de l'impérialisme et c'est condamnable, que ce soit celle de la France, celle de la Chine, de l'Inde ou bien de tous les autres pays. Tous les impérialismes doivent être condamnés, de même que celle de la Russie, et ainsi de suite. Alors que l'impérialisme français est de plus en plus contesté dans des pays comme le Mali, le Burkina Faso et au Sénégal, la France continue souvent d'adopter un ton jugé paternaliste ou condescendant. Les dirigeants français parlent régulièrement de leurs partenaires africains, tout en donnant l'impression de dicter la marche à suivre, que ce soit sur le plan sécuritaire, économique ou institutionnel. Cette posture, perçue comme un mépris à l'égard des dirigeants et des populations locales, entretient la défiance et le rejet populaire, renforçant l'idée que la France cherche avant tout à maintenir son influence plutôt que soutenir l'autonomie des pays africains. Et cette stratégie de domination ne se limite pas à la politique et à l'économie, elle s'étend également au champ mémoriel. L'enjeu mémoriel est avant tout un enjeu politique. Dans son livre Silence de Past, l'anthropologue Michel Roff-Trouillot analyse comment les silences s'immiscent dans la production de l'histoire. En prenant l'exemple de l'esclavage en Amérique, il montre qu'une grande partie du passé, souvent sombre, est volontairement passée sous silence. Cette stratégie se retrouve fréquemment chez les puissances coloniales ou les pays impérialistes. Et c'est le cas de la France avec la guerre du Cameroun. Sa mise sous silence sert précisément les intérêts des régimes actuels, au Cameroun comme en France, en les empêchant d'aborder les véritables raisons de ce conflit. Des raisons qui, comme on l'a vu dans les deux vidéos précédentes, visaient avant tout à maintenir la présence française au Cameroun. La guerre du Cameroun a été oubliée, cachée en fait au moment même où elle se déroulait. Ça c'est un élément très important, c'est que comme c'était une guerre illégale, c'est-à-dire que la France a lancé un processus militaire, à partir, que je l'ai dit tout à l'heure, au milieu des années 50, à un moment où le Cameroun est sous tutelle onusienne. Et les textes de l'ONU interdisent à la France en fait de déployer l'armée au Cameroun. Donc c'est une guerre illégale, ce qui explique pourquoi elle a été complètement cachée dès sa naissance. Alors que la guerre se déroulait, notamment en Sénégal-Maritime ou à l'ouest Cameroun, le discours officiel, la propagande, les discours à l'ONU étaient que tout se passe bien au Cameroun, il ne se passe rien au Cameroun. Ensuite, cette guerre, elle s'est prolongée après l'indépendance du 1er janvier 1960. Mais là, c'était le dispositif institutionnel, c'est que soi-disant, Ahidjo avait demandé à la France de l'aide pour faire taire les mouvements insurrectionnels, c'est-à-dire en fait le mouvement indépendantiste qui poursuivait la lutte pour l'émancipation du Cameroun. Mais la France, qui venait de octroyer l'indépendance au Cameroun le 1er janvier 1960, elle n'allait pas crier sur tous les toits que oui, oui, on continue à faire la guerre. Elle disait non, non. Et là encore, la propagande officielle cachait finalement le déploiement des forces militaires françaises et camerounaises au Cameroun. C'était non, tout se passe bien, c'est un pays indépendant et démocratique, c'était du mensonge officiel. Mais quand on regarde les archives, on voit que c'est archi faux. Non seulement on voit qu'il y a un déploiement de forces assez important, avec des violences énormes, torture, villages rasés, bombardés, etc., etc. Je vous en passe, c'est des pires. Mais même dans par exemple dans les rapports qui sont faits par l'ambassadeur de France, qui est en fait quasiment le chef du Cameroun à l'époque, l'ambassadeur de France au Cameroun, il dit que tout ça c'est faux. Il le dit, il écrit noir sur blanc que c'est une façade, que le pays n'est pas indépendant et qu'il n'est pas démocratique. Pourtant c'est dans toute la presse, dans le journal Le Monde, à la radio, à l'ORTF, on dit que c'est un pays indépendant et démocratique. C'est juste un mensonge officiel. Ça explique, et le fait que ce soit la France et ses auxiliaires et ses alliés camerounais qui aient gagné la guerre, qui aient effectivement réussi à éradiquer le mouvement indépendantiste, l'UPC, explique
Contrairement à l'Algérie, où là c'est les indépendantistes qui ont gagné, au Cameroun c'est les non-indépendantistes qui ont gagné. Ça leur a permis, une fois qu'ils étaient installés au pouvoir, avec l'aide de la France, d'effacer les mémoires, de dire non, non, plus personne ne parle des violences. Nous sommes parfaitement légitimes ici. Il n'y a pas eu de violence, on n'est pas arrivé au pouvoir par la violence, on est arrivé par les urnes, etc. etc. Donc, nouveau mensonge officiel. Ce qui fait que, et la preuve de ce mensonge officiel, de ce silence entretenu, c'est la censure du livre de Mongo Betty. Mongo Betty, en 1972, écrit un livre, Main basse sur le Cameroun, dans lequel il raconte toute cette violence, toutes ces exactions qui a été faite. C'est publié par les éditions Maspero en 1972. 3 jours après, le livre est interdit et les exemplaires saisis par le gouvernement français, qui donc interdit la vérité, qui rend impossible l'expression de la vérité historique. Il y a 2 ans, le président français Emmanuel Macron a lancé une commission chargée d'éclairer le rôle de la France au Cameroun et son engagement dans la répression des mouvements indépendantistes et d'opposition entre 1945 et 1971. Mais derrière cette initiative qui a abouti à un rapport remis en début d'année se cacherait peut-être surtout une opération de communication. Un geste qui servirait les intérêts du président français, éviterait d'ouvrir la porte à d'éventuelles réparations et détournerait l'attention du véritable enjeu, comprendre les raisons profondes de ces répressions et ce à quoi elles ont finalement conduit. Et ces revendications de justice, ces demandes de justice, les autorités françaises se sont mises à dire on ne peut plus faire comme si on ne savait rien. Maintenant c'est marqué dans les livres, c'est reconnu, c'est étayé, c'est discuté, c'est débattu. On ne peut pas faire comme si. Contrairement à nos aïeux, on ne peut pas faire comme si. Donc il faut qu'on trouve une solution, une parade. Et donc on voit, dès Nicolas Sarkozy, il commence un peu à regarder les choses. Au François Hollande, il va au Cameroun en 2015, je crois, il dit oui, c'est vrai qu'il y a eu des pages sombres, il s'est passé des choses, je suis pour qu'on ouvre les archives. Donc en fait, il commence déjà à reconnaître. Et Emmanuel Macron ne fait que poursuivre ce geste-là, sauf qu'il, comme toujours, c'est un publicitaire avant tout. Il met beaucoup de publicité autour de sa politique mémorielle pour faire croire qu'il est complètement disruptif. Bon, en fait, il ne fait que poursuivre le mouvement engagé par d'autres. Et que ce soit sur le dossier algérien, le dossier rwandais, il essaie de se faire mousser autour de ce que moi j'appelle du memory washing. Voilà. C'est moi qui fais la lumière sur l'histoire, etc. etc. C'est pas lui, c'est des historiens, c'est plein de gens. Et c'est ça qui explique que maintenant, il a mis en place des commissions d'historiens, qui dans la presse française sont considérés comme des dispositifs scientifiques. Moi, je ne pense pas du tout que ce soit des dispositifs scientifiques, je pense que c'est des dispositifs politiques. C'est-à-dire que Emmanuel Macron a décidé de reconnaître des choses que tout le monde connaît. C'est des secrets de polichinelle. Qu'il y a eu une guerre au Cameroun, que la France a été complice des génocidaires au Rwanda, que l'armée française a massacré Tiaroy. On n'a pas attendu Macron ni ses historiens de service pour le savoir. On le sait, ça a été documenté, il n'y a pas de souci. Donc ce dont il a besoin, Emmanuel Macron, pour mener à bien sa politique mémorielle, c'est des historiens qui vont accompagner son opération de communication mémorielle, qui vont crédibiliser Il y a une preuve assez intéressante en fait, c'est que pour revenir au cas du Cameroun, quand il va en visite officielle au Cameroun, en juillet 2022, moi, je l'ai déjà dit, j'ai été sollicité par des gens de l'Élysée qui m'ont dit « ce serait bien que vous veniez interpeller le président de la République ». J'ai dit « mais moi j'ai rien demandé en fait ». Donc, avec Jacob, Emmanuel, on a dit « nous on ne participe pas à la communication mémorielle de l'Élysée ». Donc voilà. Il y a des gens qui ont accepté. Donc effectivement, Karine Ramondi et Big Bassi sont allés interpeller le président, mais on savait déjà, nous, que les réponses aux questions avaient déjà été écrites. On nous a même donné le nom des personnes qui avaient écrit les réponses aux questions qui n'avaient pas été encore posées. Donc ça, on voit bien qu'il y a une opération de communication. Donc ce qu'il faut savoir là-dedans, à mon avis, ce qu'il faut retenir, c'est que ces commissions mémorielles, cette politique mémorielle, ce n'est pas un acte désintéressé du pouvoir français qui veut faire la lumière et rendre justice aux anciens colonisés ou à leurs descendants. Ça s'inscrit dans un contexte international où énormément d'Africains en ont ras-le-bol de l'attitude de la France et revendiquent la justice. Que par ailleurs, les questions mémorielles à l'échelle internationale sont en train de monter. L'Allemagne a déjà payé des réparations en Namibie, par exemple. L'Angleterre, la Belgique, les États-Unis agissent, avancent, et que la France ne peut pas rester comme ça à rien faire. Donc c'est ces deux éléments, revendication africaine de justice et concurrence, on va dire, internationale autour des questions mémorielles, qui amènent Macron à lui aussi s'inventer une politique. Mais il essaie, une politique mémorielle, mais il essaie de la retourner en sa faveur. C'est pour ça qu'il embauche des historiens, c'est pour ça qu'il lance, pour essayer
de contrer les revendications et les concurrences. Co-présidée par la chercheuse française Karine Ramondier et l'artiste camerounais Blik Bassi, cette commission a fait l'objet de critiques. Selon Thomas Deltombe, elle revêt avant tout un caractère politique et communicationnel et véhicule surtout une forme de propagande en présentant la guerre du Cameroun comme une affaire classée et désormais close. Il y a plein de choses intéressantes et il y a des universitaires tout à fait intéressants qui ont travaillé. Il y a aussi des universitaires plus contestables. Par exemple, il y a une des porte-paroles du RDPC, le parti au pouvoir au Cameroun, qui fait partie de cette commission. Elle est présentée comme scientifique, mais par ailleurs, elle est porte-parole du parti de Paul Biya. Donc là, il y a un mélange des genres qui est quand même très problématique, que personne n'a véritablement soulevé, mais quand même est très problématique, première chose. Et deuxième chose, du fait que ce soit un rapport qui a été commandé par l'Élysée. C'est l'Élysée qui a choisi sa présidente, qui a borné le sujet, les bornes chronologiques, le sujet, etc., etc. Du coup, c'est scientifique, si on peut dire, mais c'est du scientifique très encadré politiquement, on va dire, à minima. Et donc, ça a des effets dans le rapport lui-même, c'est qu'un certain nombre de sujets importants ne sont pas traités, ou traités trop vite, ou de façon trop allusive, et il manque du coup des choses très importantes dans ce rapport. Une des questions importantes, à mon avis, qui manque, ou en tout cas qui n'est pas suffisamment discutée, c'est pourquoi il y a eu cette guerre? Parce que qu'il y a eu une guerre, bon, on le sait. Mais une des questions vraiment importantes, c'est pourquoi il y a une guerre? Quel était l'objectif de la France de faire cette guerre, de déployer tant de violence? Le but, c'était de maintenir le Cameroun sous l'orbite française et de perpétuer, finalement, de satelliser le Cameroun, d'en faire un pays satellite sur lequel la France pourrait s'appuyer et que la France pourrait continuer à exploiter, que ses entreprises pourraient continuer à exploiter. Sauf que ça, c'est pas du tout développé dans le rapport Ramondi. Or, c'est quand même la clé de l'explication. C'est la clé du problème. Et si ça avait été bien développé, ça aurait été impossible de mettre Biya dans le processus, puisque Biya est lui-même l'héritier de ce système. Donc ça, c'est quand même un problème. Et puis par ailleurs, nous, en tant que chercheurs, moi je ne suis pas historien, mais j'ai fait des investigations historiques, on va dire. Il y a plein de sujets. Moi, je m'attendais à ce qu'on découvre plein de choses. On apprend des choses. Il y a des choses très intéressantes, notamment sur la justice coloniale à la fin des années 50. Ça, c'est une partie très intéressante du rapport. Pas de problème là-dessus. En revanche, il y a des points très importants sur lesquels on n'a pas de réponse. Par exemple, sur les bilans humains. Nous, Manuel, Jacob et moi, l'historienne américaine Meredith Tereta et d'autres, on a essayé de voir de rassembler toutes les sources qui nous permettaient d'établir un bilan de toute cette violence coloniale. On arrive à la conclusion qu'il y a eu plusieurs dizaines de milliers de morts. Donc c'est l'expression qu'on utilise. On a expliqué sur quelles sources on s'appuyait pour dire ça. Bon. Le rapport, malheureusement, ne va pas plus loin. Ils reprennent, ils disent oui, comme le disent les travaux précédents, il y a eu des dizaines de milliers de morts. Nous, on s'attendait à ce que, avec les moyens énormes qu'ils ont eus, j'ai vu un article qui disait qu'il y avait que cette commission avait eu des centaines de milliers d'euros pour travailler. On s'attendait à ce qu'on mobilise des démographes, ou des gens. Nous, on est évidemment incapables de financer une recherche démographique. On n'a pas la puissance financière pour ça. Mais l'État français, il pourrait dire, on voudrait que des démographes fassent une étude sur l'évolution de la démographie dans les régions de façon un peu précise, pour essayer de voir quel a été le bilan humain de ces exactions. Rien du tout. Autre problème, à mon avis, du rapport, c'est que les crimes commis par la France ne sont pas qualifiés juridiquement. Il est question de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, etc. Mais aucun lien n'est fait entre ces notions et ce qui s'est véritablement passé au Cameroun. Alors qu'il est question de torture, il est question de toutes sortes d'exactions qui rentrent tout à fait dans le cadre de crimes de guerre ou de crimes contre l'humanité, selon la Cour pénale internationale. Mais le rapport dit « Ah, c'est pas aux historiens de qualifier juridiquement ces faits. » Ok. Très bien, on peut considérer que ce n'est pas aux historiens, aux historiennes de qualifier juridiquement des faits. C'est contestable parce qu'en réalité, Emmanuel Macron lui-même, quand il a été interrogé sur la question du génocide à Gaza, à la télévision, en juin 2025, donc 4 mois après le rendu du rapport Ramondi, il a été interrogé par des journalistes qui lui ont dit « Mais alors, monsieur Macron, est-ce qu'il y a un génocide à Gaza ?» Et il a dit « Ah, c'est pas à moi de répondre, c'est aux historiens de répondre. » Donc il y a un moment, on est quand même gêné parce qu'on a des historiens qui disent « C'est pas à nous de répondre », et puis des politiciens qui disent « C'est pas à nous de répondre ». Du coup, personne ne répond, et les victimes de ces exactions, elles n'obtiennent jamais justice, finalement. Et je crois que le fond du problème est là. C'est qu'en réalité, la politique mémorielle de Macron n'a pas pour but de rendre justice à qui que ce soit, mais a pour but d'éviter justement que justice soit rendue. Et on constate que dans la lettre
que Emmanuel Macron a écrite en catimini à son homologue Paul Biya, il n'est jamais question de justice. Jamais. Ni de réparation, ni d'excuses, qui sont pourtant importantes. Quand on commet un crime, quand on est le chef de l'État, d'un État qui reconnaît des crimes, logiquement, à un moment, il faut parler de justice. Et il ne le fait pas. Aujourd'hui, le Cameroun se retrouve à la croisée des chemins. Alors que les pays semblent figés sur le plan économique et social, de nombreux Camerounais observent et admirent ce qui se passe dans d'autres pays qui se détachent de la France-Afrique. Même si l'élection de Paul Biya est jouée d'avance et que les candidats de l'opposition comme Maurice Kamto sont écartés sans raison, tout n'est peut-être pas perdu. Peut-être que dans les semaines ou les mois à venir, une nouvelle voie d'émancipation s'ouvrira enfin au Cameroun. Quand tu discutes avec les Camerounais dans la rue, ils sont très admiratifs de voir le mouvement qu'on observe dans certains pays d'Afrique de l'Ouest comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali, où on a le sentiment que ces peuples sont en train de couper le cordon ombilical qui les a reliés pendant longtemps à la France. Et donc, du coup, les Camerounais se prennent à rêver d'avoir la même chose chez eux, c'est-à-dire couper tout lien avec la France et réorganiser leur pays sans la France ou alors en redéfinissant les contours de leur relation avec la France. Ça, c'est quelque chose que beaucoup de Camerounais attendent. Ils sont fatigués un peu de la relation avec la France qui, jusqu'à présent, ils estiment que cela ne leur a pas donné grand-chose et sont très, très admiratifs de ce qui se fait au Burkina Faso, au Mali et les autres pays qui sont en train de créer cette rupture avec la France, y compris même de manière brutale, hein, c'est-à-dire que les gens disent la France doit partir d'abord, on verra les conséquences après. Merci d'avoir regardé les 3 vidéos de cette série. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire sur la guerre du Cameroun, sur la relation entre la France et le Cameroun, sur la manière dont la France garde la mainmise sur ce pays, ou tout simplement sur la présidence de Paul Biya. N'hésitez pas à nous laisser vos retours dans les commentaires, nous les lirons avec une grande attention. Cette série n'aurait pas non plus été possible sans nos invités qui ont participé aux entretiens, Marie-Emmanuelle Pomerol, Jean-Bruno Tagne, Jacob Tsatissa et Thomas Deltombe. Pour rappel, si vous souhaitez approfondir ce sujet, différents liens sont disponibles dans la description. Et bien sûr, merci à vous pour votre soutien financier qui nous permet de produire des séries de ce type. Pour contribuer à la réalisation de prochaines vidéos, rendez-vous sur histoirecrépue.fr. C'était Samuel Fergombé de l'Étincelle Média. À très bientôt sur la chaîne d'Histoire Crépue. Salut!